27 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la Russie pour transformer un croiseur de bataille de la guerre froide en un navire de guerre. Et quand cela s'est enfin produit, en juin 2026, le monde avait changé autour de lui. Mais ça, c'était la partie facile. Nous parlons de l'amiral Nakhimov, un croiseur lance-missile à propulsion nucléaire de 28 000 tonnes, qui vient tout juste de terminer la dernière phase de ses essais en mer, après une remise à niveau, qui a pris tellement de temps que les marins qui vont l'armer sont nés après que le navire était déjà à l'arrêt dans un chantier naval, en train de rouiller. Nous posons aujourd'hui une question que les médias d'État russes préféreraient de loin que nous ne posions pas. Le Kremlin a-t-il mis en service l'un des bâtiments de surface les plus armés du monde? Ou bien a-t-il dépensé des milliards de dollars et près de 3 décennies pour construire la cible la plus chère du monde? Commençons par ce qu'est réellement ce navire. L'amiral Nakhimov est l'un des 4 croiseurs de bataille de classe Kirov construits par l'Union soviétique. De véritables monstres des mers, conçus pour traquer et détruire les groupes aéronavals américains en haute mer. Elle a été mise sur cale dans les années 1980 et a été mise en service en 1988, sous son nom d'origine, Kalinin. Elle a servi près de 10 ans dans la marine soviétique puis russe, avant d'être remorquée au chantier Sevmash à Severodvinsk en 1999, pour une révision officiellement qualifiée de routine. Personne impliqué dans cette décision n'aurait pu imaginer que cette révision de routine se prolongerait encore dans les années 2020. Pour comprendre pourquoi le Nakhimov est resté là aussi longtemps, il faut réaliser à quel point la Russie était brisée et désorganisée après l'effondrement soviétique, avec une économie ruinée et un rouble sans valeur. Le commandement naval s'est retrouvé avec une flotte de jouets soviétiques très coûteux, mais sans argent pour les entretenir. De plus, une grande partie de l'industrie qui construisait et entretenait ces navires n'était plus dans la Fédération de Russie. L'amiral Kuznetsov, unique porte-avions russe, a été construit dans un chantier naval ukrainien, et la Russie a dû faire avec après la chute de l'Union soviétique. Lorsque la coque du Nakhimov nécessitait d'importants travaux structurels, la Russie manquait de moyens et d'argent pour les réaliser correctement. Des discussions, parfois peu sérieuses, sur une reprise des travaux ont eu lieu dans les années 2000, mais rien de sérieux ne s'est passé avant les années 2010. Le véritable effort de modernisation a finalement été officialisé en 2013, avec un contrat officiel d'une valeur d'environ 50 milliards de roubles, soit environ 1,5 milliard de dollars à l'époque. Le plan était aussi ambitieux que possible pour une remise à niveau naval. Au lieu de rafistoler les anciens systèmes soviétiques, les ingénieurs allaient vider tout l'intérieur du navire, jusqu'à la coque nue, arracher des kilomètres de câblage soviétique en décomposition, retirer les tubes de missiles obsolètes et reconstruire un tout nouveau navire de guerre. Moscou a annoncé fièrement son retour dans la flotte d'ici 2018. Cette échéance, comme vous l'avez probablement déjà deviné, est passée sans faire de vagues. Ce qui s'est passé quand les ouvriers du chantier naval ont examiné cette coque illustre parfaitement comment un projet peut vite dégénérer face à la réalité de l'ingénierie soviétique. Les cadres structurels, rouillés depuis des décennies, ont dû être remplacés. Les techniques de soudage requises pour une coque aussi ancienne et grande se sont avérées plus spécialisées et longues que prévu. Le principal casse-tête était d'installer des radars et systèmes de combat modernes sur une superstructure conçue pour l'électronique analogique de la guerre froide. Chacun de ces problèmes a repoussé l'échéancier encore plus loin. 2018 est devenu 2021, qui est devenu 2023, puis 2025, et nous voilà, en 2026, à regarder un navire qui était censé être terminé avant même que certains de ses futurs membres d'équipage ne soient nés. Le coup a suivi la même trajectoire que le calendrier, c'est-à-dire vers le haut et vers la droite. Ce contrat initial de 50 milliards de roubles a finalement explosé d'environ 400%, avec des estimations officieuses situant la facture finale autour de 200 milliards de roubles. Convertissez cela en dollars à un taux de change à peu près réaliste, des estimations officieuses situent le coût total entre 2 et 5 milliards de dollars, selon l'estimation et la période retenue, pour la remise à niveau d'une seule coque. Pour donner un contexte, c'est une somme qui aurait pu largement contribuer à construire ou à armer plusieurs navires plus petits et plus modernes, au lieu de tout investir dans un seul navire irremplaçable. Et quand l'argent pour un seul navire commence à déraper à ce point, il faut généralement faire des sacrifices ailleurs. Dans ce cas, c'est le navire jumeau du Nakhimov, le Piotr Veliki, ou Pierre le Grand, le 4e et dernier croiseur de classe Kirov encore en service. Comme la modernisation du Nakhimov accaparait le budget de la marine russe, les plans pour moderniser le Piotr Veliki ont été discrètement mis de côté. La Russie a en quelque sorte sacrifié l'avenir d'un navire amiral pour financer la résurrection de l'autre. Donc, même avant d'aborder la question de l'efficacité au combat, il y a déjà un coût stratégique ici. La flotte initiale de 4 monstres de classe Kirov de l'Union soviétique
ne compte plus qu'un seul navire, dont la remise en service est sérieusement envisagée. Puisque l'amiral Lazarev a été démantelé en 2021, et que le Piotr Veliki sera probablement désarmé après le retour en service du Nakhimov. Et même cela est sujet à débat, car un rapport de 2023 suggérait que le navire pourrait être maintenu en service malgré tout. Mais au-delà de l'histoire du navire, parlons de ce que près de 3 décennies et plusieurs milliards de dollars ont réellement permis d'obtenir. Car sur le papier, l'amiral Nakhimov semble presque inarrêtable. Le Nakhimov d'origine a été construit pour transporter 20 missiles anti-navires P-700 Granit, l'arme autour de laquelle toute la doctrine navale soviétique était organisée. Conçu pour lancer des frappes massives contre les groupes de combat de porte-avions américains à longue distance. Chacun de ces lanceurs a été retiré. À leur place, les ingénieurs ont installé un système universel de lancement vertical. Apparemment, environ 80 cellules, réparties sur 10 modules, capables de tirer des missiles de croisière calibre, d'attaque terrestre et anti-navire. Des missiles anti-navires P-800 Onyx. Et potentiellement, le missile hypersonique 3 M22 Zircon. Ajoutez à cela les cellules de défense aérienne longue portée du navire, et la capacité totale de missiles à bord du navire est estimée à environ 170 à 180 cellules de missiles. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Quel que soit le nombre final exact une fois qu'il sera pleinement accepté en service, ce navire n'est pas celui que vous souhaitez voir approcher avec des intentions hostiles. Il utilise aussi une propulsion nucléaire et vapeur. Ces 2 réacteurs nucléaires KN3 lui donnent donc une autonomie et une endurance illimitée, ce qui est crucial pour la mission que la Russie lui réserve, dont nous parlerons bientôt. Ces réacteurs d'ailleurs sont restés à l'arrêt si longtemps que leur redémarrage a été considéré comme un événement marquant, avec les 2 réacteurs remis en service respectivement en décembre 2024 et en février 2025. Plus de 10 ans après la signature du contrat de modernisation. Le navire n'a même pas quitté Sevmach pour ses premiers essais avant août 2025, et il n'est entré dans ce que le ministère russe des Transports a appelé sa phase finale d'essai en mer qu'en juin 2026. Après avoir quitté le chantier naval fin mai, les satellites l'ont repéré effectuant des essais de vitesse et de navigation en mer Blanche, soulevant un important sillage en testant ses systèmes. Si tout se déroule comme prévu, et vu l'historique du navire, c'est une grosse inconnue, l'amiral Nakhimov pourrait officiellement entrer en service au sein de la flotte du Nord russe plus tard en 2026 ou courant 2027. Voici la partie sur laquelle les médias d'État russes vont insister, et celle que nous devons nuancer. Ce navire n'est pas présenté comme un navire de combat en mer Noire, ni envoyé près des côtes ukrainiennes. Son rôle prévu est celui de navire amiral de la flotte du Nord, basé autour de la péninsule de Kola, avec une mission directement liée à la protection de la dissuasion nucléaire maritime de la Russie. Les sous-marins lanceurs d'engins russes opèrent depuis cette région, et en temps de guerre, ils sont censés se replier dans des bastions fortement protégés en mer de Barents et en mer de Kara. La mission du Nakhimov, grâce à son endurance permise par sa propulsion nucléaire et à son imposant arsenal de défense aérienne, est de protéger ce bastion et de couvrir ses sous-marins contre les menaces de l'OTAN. Sous-marins, avions et navires de surface. Il est donc conçu pour une guerre très différente de celle qui se déroule actuellement en mer Noire. Ce qui nous amène au véritable titre de cette vidéo, ainsi qu'à l'argument gênant qu'un nombre croissant d'analystes navals avance depuis que ce navire a quitté le chantier naval. Même si le vrai rôle de Nakhimov est la défense de l'Arctique, pas la projection de puissance en mer Noire.
Investir autant d'argent et puissant dans une coque irremplaçable contredit tout ce que la guerre en Ukraine a appris au monde sur la guerre navale ces 4 dernières années. Pour cela, nous devons parler du croiseur Moskva. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire. Nous réalisons des vidéos quotidiennes qui couvrent l'histoire, le présent et l'avenir de la guerre. En avril 2022, le Moskva était le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, un croiseur lance-missiles de classe Slava, que les marins russes et les propagandistes considéraient tous comme intouchables. L'Ukraine l'a touché avec 2 missiles anti-navires Neptune de fabrication ukrainienne, le faisant couler. C'est le plus grand navire de guerre perdu au combat par une marine depuis des décennies. Les missiles qui ont causé cela coûtaient une infime fraction de la valeur du navire lui-même, et le naufrage a clairement démontré la nature de toute la guerre, où les grands bâtiments de surface, coûteux et prestigieux, n'étaient plus les symboles intouchables que les marines aiment s'imaginer. Maintenant, pour être juste envers le Nakhimov, ce n'est pas le Moskva. Le système de défense aérienne modernisé est bien plus performant, doté de dizaines de cellules à longue portée conçues pour intercepter les menaces ayant détruit le Moskva. Avions, missiles de croisière et drones. La communication russe autour de cela présente constamment le Nakhimov comme la réponse directe à l'humiliation du Moskva. Le problème avec cet argument est que le Moskva n'a pas coulé à cause d'une mauvaise doctrine de défense antimissile, mais surtout en raison de défaillances dans la perception de la situation, le contrôle des avaries et la lutte contre l'incendie après l'impact. Les rapports évoquaient un incendie incontrôlé ayant déclenché des explosions dans les soutes à munitions, condamnant le navire. Ajouter des missiles intercepteurs ne résout pas forcément ce problème. On pourrait même dire, si la Russie avait vraiment retenu la leçon du Moskva, elle aurait mieux fait d'investir dans la survie du navire et les systèmes de contrôle des avaries, plutôt que d'augmenter encore la capacité de missiles offensifs d'une cible déjà énorme. Il y a ensuite le problème de la concentration, et c'est vraiment le cœur de l'argument du « cible la plus chère du monde ». Une marine construite autour d'un petit nombre de navires capitaux irremplaçables est intrinsèquement fragile. Chaque rouble et chaque missile embarqué sur le Nakhimov représente une capacité qui n'existe qu'à un seul endroit à la fois, et rien de tout cela ne survit si ce seul navire coule. Souvenez-vous, la Russie ne dispose pas d'une chaîne produisant discrètement d'autres croiseurs Kirov. Le Nakhimov pourrait être le seul croiseur Kirov opérationnel si le Piotr Veliki est retiré comme prévu. Si le Nakhimov est perdu, endommagé au point de nécessiter des années de réparation, ou s'avère simplement peu fiable, la Russie n'a pas de navire jumeau prêt à prendre le relais à proximité. Toute l'expérience de la classe Kirov repose en fait sur ce seul navire. Et ce risque de concentration se retrouve dans une guerre où l'Ukraine a passé 4 ans à prouver, encore et encore, qu'elle n'a pas besoin d'une marine classique pour mener la vie dure aux navires de guerre russes. La frégate Hetman Saha et Saïd Ashni, principal navire ukrainien, a été sabordée dès les premiers jours du conflit, justement pour qu'il n'aille pas aux Russes. Pourtant, bien qu'ayant débuté la guerre sans vraie marine hauturière, l'Ukraine a contraint toute la flotte russe de la mer Noire à se cacher. Après le naufrage du Moskva et plusieurs attaques de navires sans équipage, dont celle de la base navale de Novorossiysk, les navires de guerre russes, y compris les sous-marins, ont été confinés au port, avec des équipages qui, selon les rapports, immergent même leurs bateaux à quai, simplement pour réduire leur visibilité face à la reconnaissance par drone. Les analystes qui suivent la campagne de la mer Noire ont décrit ces murs de protection du port de Novorossiysk comme formant de fait une cage pour la flotte qui s'y cache. Les outils qui ont accompli la majeure partie de ce travail n'étaient pas un nouveau système de missiles sophistiqués, mais des moyens bon marché, en grande partie sans équipage, des bateaux drones, essentiellement des jet skis bourrés d'explosifs avec une caméra et une liaison radio, construits et améliorés rapidement, puis lancés par vagues contre les navires et infrastructures russes. Et c'est vraiment le point le plus dérangeant de l'argument contre les navires comme le Nakhimov en 2026. Ces menaces sans équipage partagent un énorme avantage. Elles sont sacrifiables. Personne, pas même les blogueurs militaires russes, ne va célébrer des images de 40 drones ukrainiens abattus. Mais la défense aérienne n'a besoin d'échouer qu'une seule fois. Et le navire qui a pris 27 ans et coûté des milliards de dollars à construire disparaît, alors que l'arme qui l'a détruit pourrait ne coûter que quelques milliers de dollars à fabriquer et n'a mis aucun équipage en danger. Cette asymétrie entre ce qui est bon marché et sacrifiable, et ce qui est coûteux et irremplaçable, est précisément ce qui a déjà humilié une flotte russe une fois dans cette guerre. Et c'est le même problème auquel Nakhimov sera confronté dès qu'il entrera en service actif. Maintenant, la géographie reste importante. Nakhimov est destiné à la flotte du Nord, patrouillant les eaux arctiques et subarctiques, près de la péninsule de Kola, hors de portée des petits drones maritimes qui ont terrorisé la flotte russe de la mer Noire. La campagne de drones navals de l'Ukraine s'est limitée à la mer Noire, reposant sur la géographie, la proximité et un ensemble très spécifique de cibles liées au blocus des ports ukrainiens et à la péninsule de Crimée. Mais même si Nakhimov ne croise jamais un drone naval ukrainien au cours de sa vie opérationnelle,
La même vulnérabilité fondamentale existe partout où ils naviguent, car les missiles anti-navires modernes, les drones d'attaque longue portée et les sous-marins ne considèrent pas non plus l'Arctique comme un refuge sûr. La flotte du Nord russe subit depuis des décennies la surveillance occidentale et l'activité des sous-marins de l'OTAN. La guerre en Ukraine n'a donc pas mis en évidence un problème spécifique à la mer Noire. Au lieu de cela, elle a jeté les bases d'un autre type de puissance navale, où les armes sont décentralisées et limitées à des drones sacrifiables, ou du moins relativement peu coûteux. C'est précisément parce que concentrer la capacité de la marine dans une seule coque irremplaçable crée un point de défaillance unique, que les marines étrangères seraient trop heureuses d'exploiter. Il est aussi intéressant de noter à quel point ces chiffres sont étranges lorsqu'on les compare. Un navire mis sur cale dans les années 80, mis en réserve pendant 2 décennies complètes, avant même que les travaux sérieux ne commencent, puis réaménagé pendant plus de 10 ans après cela, pour un coût final, selon certains, proche de 5 milliards de dollars. Somme qui aurait permis de financer une flotte moderne de frégates ou corvettes, navires bien moins chers à construire et plus faciles à remplacer en cas de perte. Et sans doute bien mieux adaptés au type de guerre navale distribuée, axé sur les capteurs et saturé de drones, qui a réellement défini ce conflit. La Russie a préféré investir dans la restauration d'une seule coque de la guerre froide, simplement parce qu'elle existait déjà, à moitié achevée à Sevmash. Et la terminer permettait de raconter une histoire de propagande plus simple que de commencer quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il y a une certaine logique implacable derrière cette décision. La logique des coûts irrécupérables est redoutablement addictive. Ce n'est clairement pas une stratégie qu'on adopterait pour créer une marine aujourd'hui. Il faut aussi rappeler que Nakhimov n'arrive pas sur une scène vide. L'OTAN a accru son attention sur l'Arctique et les eaux où opère la flotte du Nord, intensifiant patrouilles de sous-marins et surveillance. Et une coopération accrue entre les marines nordiques, depuis l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance. Un croiseur de bataille, aussi armé soit-il, n'efface aucune de ces pressions, et cela ne donne pas à la Russie un contrôle maritime dans la région où les sous-marins de l'OTAN opèrent depuis des décennies. Bien au contraire. La véritable contribution de Nakhimov serait surtout d'obliger l'OTAN à intégrer une coque lourdement armée de plus dans ses calculs de ciblage, sans changer fondamentalement l'équilibre des forces dans l'Arctique. Les analystes navals, qui suivent cette remise à niveau, n'ont pas hésité à tirer cette conclusion. Certains sont même allés jusqu'à décrire l'ensemble du programme comme présentant toutes les caractéristiques d'un projet dit de prestige ou d'ego, un projet où la perception de la puissance compte plus que l'efficacité réelle au combat. L'argument avancé est que l'avenir réaliste de Nakhimov concerne moins les combats navals décisifs que le fait de montrer le pavillon, des croisières de démonstration et une forte présence lors des défilés navals et diffusion de propagande. C'est typiquement le rôle qui permet au Kremlin de revendiquer la victoire sur un programme problématique sans jamais tester le navire face à une menace équivalente. Vu l'état du seul porte-avions russe, l'amiral Kuznetsov ridiculise toujours la marine, avec incendie, effondrement de grues et catastrophes en cale sèche. Il est difficile de ne pas comprendre pourquoi le Kremlin est si désireux d'avoir, littéralement, n'importe quel grand navire de guerre à montrer et à présenter comme un symbole de la puissance navale russe restaurée, quelle que soit son utilité réelle. Ensuite, il y a cette dure réalité. Malgré la remise à niveau, le Nakhimov ne modifie pas l'équilibre des forces entre la Russie et l'OTAN en mer. C'est un seul navire, impossible à reproduire. Remettre à niveau ne règle pas le problème de la Russie, car les chantiers navals continuent de produire des navires de guerre pour patrouiller les océans. Le Nakhimov est essentiellement un atout unique, hautement spécialisé et extrêmement coûteux, optimisé pour une mission assez restreinte. Et pire encore, la Russie va surtout l'exhiber comme preuve que sa marine peut encore terminer un méga projet, en passant commodément sous silence à quel point ce même projet s'est mal déroulé pendant près de 3 décennies. Revenons à notre question initiale. La Russie a-t-elle vraiment accompli quelque chose d'ambitieux, ou a-t-elle dépensé près de 30 ans et plusieurs milliards de dollars pour construire la cible la plus chère du monde? La réponse honnête se situe probablement dans un entre-deux assez inconfortable. Si l'on en croit les spécifications et les données issues de sources ouvertes, Nakhimov reste un navire de guerre extraordinairement performant. C'est sans doute un des navires de guerre les plus armés existants. Mais l'ampleur de l'investissement, des décennies de retard, et le sacrifice d'un autre navire similaire pour respecter des délais changeants pose problème. Et le fait qu'il entre en service en plein milieu d'une guerre dans laquelle il ne jouera absolument aucun rôle, finalement, il pourrait devenir une cible coûteuse que l'Ukraine, comme le montrent ses attaques accrues contre les navires russes, ne pourra ignorer. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et pensez à liker et vous abonner pour suivre toutes les actualités sur la guerre en Ukraine, en mer, sur terre ou dans les airs.